Quand Ella rentra à la maison était vide à l'exception du beau-père de son mari, Samuel, assis dans une chaise à bascule, et d'une note disant « Parti en croisière avec mon ex. Tu resteras à la maison t'occuper de beau-papa. Il a besoin de toi. » Samuel ouvrit un œil et dit « Allons-nous commencer ?» Ella hocha la tête. 4 jours plus tard, le mari d'Ella suppliait. La note trembla dans ses doigts tandis que le sang se retirait de son visage. Parti en croisière caribéenne avec Steph. Maman a décidé de venir aussi car elle avait besoin d'une pause. Tu resteras à la maison t'occuper de Samuel. Il a besoin de toi. Retour lundi. Jonah. Elle l'a lu 2 fois, certaine qu'il devait y avoir une erreur. Le papier tomba sur le comptoir de la cuisine tandis que sa main devenait engourdie. Il ne revient pas avant lundi, n'est-ce pas? La voix rauque derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna pour voir Samuel la regarder depuis l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur sa canne, mais avec des yeux bien trop alertes pour le vieil homme décrépit que Jonah avait décrit. Non, parvint-elle à dire, sa voix à peine audible. Personne ne revient. Ils sont tous partis en croisière. Samuel hocha lentement la tête comme s'il s'était attendu à ce scénario précis. Ils t'ont laissé le sale boulot, n'est-ce pas? Un coup classique de Jonah. Ella était arrivée à la maison familiale des Mitchell seulement 30 minutes plus tôt. Sa voiture était chargée de cadeaux et d'ingrédients pour le dîner de Thanksgiving. Le silence de la maison aurait dû être son premier indice. Aucun délicieux arôme de dinde rôtie. Aucun match de football hurlant depuis la télévision du salon. Aucun accueil joyeux. Au lieu de cela, elle ne trouva qu'une maison non chauffée et le beau-père de Jonah assis seul dans une chaise à bascule, la regardant avec ses yeux bleus inconfortablement perspicaces. « Je ne comprends pas, dit-elle, s'affalant sur une chaise de cuisine. Nous planifions ce dîner de Thanksgiving depuis des mois. Sa mère était censée nous accueillir. Tout le monde venait. » Elle sortit son téléphone et essaya le numéro de Jonah à nouveau, directement sur la messagerie vocale, tout comme les 3 tentatives précédentes. Samuel se traîna jusqu'au réfrigérateur et en sortit une carafe d'eau. Ça fait comme ça toute la semaine, silencieux comme une tombe. Ils sont partis mardi matin. Il se versa un verre avec des mains légèrement tremblantes. N'ont même pas bien rempli le réfrigérateur. J'espère que tu as apporté des provisions. Elle n'en avait pas apporté. Elle avait apporté des canneberges, des patates douces et les ingrédients de sa tarte aux pommes spéciale. Des contributions à ce qui était censé être un festin familial, pas des provisions pour des vacances abandonnées. Son téléphone sonna avec une notification. Avec une vague d'espoir, pensant que ce pourrait être Jonah, elle la vérifia rapidement. Au lieu de cela, c'était une alerte Instagram. La sœur de Jonah l'avait tagué dans une photo. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit l'application. L'image lui coupa le souffle. Jonah se tenait sur le pont d'un navire de croisière, son bras autour d'une jeune femme blonde qu'elle a reconnue comme Steph, sa collègue de travail qu'il avait mentionnée de plus en plus souvent ces derniers mois. Il tenait des flûtes de champagne, trinquant à la caméra. La légende disait # nouveau départ # escapade caribéenne avec @Jonah Mitchell et famille. Famille. Le mot piqua comme du sel sur une plaie ouverte. Elle fit défiler d'autres photos. Il y avait la mère de Jonah, Judith, sirotant un cocktail, l'air tout sauf quelqu'un qui avait besoin d'une pause de s'occuper de Samuel. Une autre photo montrait Jonah et Steph lors de ce qui semblait être un dîner romantique. La publication était horodatée il y a 2 jours, ce qui signifiait que cela avait été planifié bien avant que Jonah ne lui dise qu'ils étaient attendus chez sa mère pour Thanksgiving. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda Samuel, étudiant son visage. Elle tourna l'écran du téléphone vers lui. Ils sont en croisière avec Steph de son bureau. Celle qu'il disait n'être qu'une collègue. Sa voix se brisa. Ils ont planifié ça pendant que j'achetais des cadeaux et prenais des congés pour ce que je pensais être un Thanksgiving en famille. Samuel hocha la tête d'un air sombre. Steph est dans le tableau depuis au moins 3 mois. Elle a appelé ici plusieurs fois pour demander Jonah. Jolie voix. Rire terrible. Elle le fixa. Vous saviez. Je sais beaucoup de choses qu'il ne pense pas que je remarque, dit-il, tapotant sa tempe avec un doigt noueux. L'esprit est toujours vif malgré ce que Jonah raconte à tout le monde. Les pensées d'Ella coururent vers leur compte bancaire. Avec des mains tremblantes,
elle ouvrit leur application bancaire. Il y a 3 jours, il y avait un retrait de $5200. Presque toutes leurs économies. L'argent qu'ils avaient mis de côté pour un acompte sur une maison. La maison pour laquelle Jonah avait promis qu'il commencerait à chercher après les fêtes. Il a pris nos économies, murmura-t-elle, montrant l'écran à Samuel. Tout. Samuel n'était pas surpris. Ils me font la même chose depuis des années. Ils prennent un peu ici, un peu là. Pour vos soins, Samuel, disent-ils. Pendant ce temps, le chauffage est baissé pour économiser de l'argent. Mes médicaments sont parfois retardés. Et Judith s'achète un autre sac de designer. Ella se sentit mal. Il ne s'agissait pas seulement d'un Thanksgiving ruiné, ou même de la trahison d'une liaison. C'était un abandon calculé, d'elle, de Samuel, des responsabilités et des promesses. Son téléphone sonna. Sa meilleure amie, Tara, l'appelait pour lui souhaiter un joyeux Thanksgiving. Elle le mit sur silencieux, incapable d'expliquer cette humiliation pour l'instant. Il reste de la soupe. Offrit Samuel. Pas vraiment un festin de Thanksgiving, mais ça ira. Elle regarda autour de la cuisine. Des assiettes sales étaient dans l'évier. Des récipients de plats à emporter vides étaient sur le comptoir. Il n'avait même pas nettoyé avant de partir. Quelque chose s'endurcit en elle. Non, dit-elle fermement. Nous méritons mieux que de la soupe de reste. Elle attrapa son manteau et son sac. Je vais à l'épicerie. Il pourrait encore avoir quelques blancs de dinde et des pommes de terre. Nous allons avoir un vrai repas aujourd'hui. Samuel parut surpris, puis satisfait. Je n'ai pas eu de repas fait maison depuis des mois. Jonah apporte toujours de la restauration rapide quand il prend la peine de passer. À l'épicerie, l'esprit d'Ella tourbillonnait de questions et d'émotions. Depuis combien de temps Jonah prévoyait-il de la quitter? Leur mariage de 5 ans n'était-il qu'un arrangement commode qu'il pouvait jeter quand quelque chose de mieux se présentait? Elle sélectionna mécaniquement un petit blanc de dinde, des pommes de terre et quelques légumes, enregistrant à peine les autres acheteurs de dernière minute autour d'elle. À son retour, Samuel avait réussi à débarrasser le comptoir de la cuisine et était assis à la table avec une pile de papier. « Qu'est-ce que c'est tout ça ?» demanda-t-elle, posant les provisions. « Des preuves, répondit-il, ses yeux bleus devenant soudain d'acier. Des relevés bancaires, des dossiers médicaux, de la négligence documentée. Je garde la trace depuis des mois. » Il poussa un dossier vers elle. « Jonah et Judith pensent que je ne suis qu'un fardeau en attente de mourir. Ils ne savent pas que je les observe dépouiller mes comptes tout en me prodiguant des soins minimaux. » Ella jeta un coup d'œil au papier. Des notes détaillées, des relevés de comptes montrant des virements suspects, des copies de recommandations médicales qui avaient été ignorées. « Pourquoi me montrez-vous ça ?» demanda-t-elle, perturbée par sa documentation méthodique. Samuel se pencha en avant, ayant soudain l'air moins fragile. « Parce que tu as été lésée aussi, Ella. Et parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. » Il tapota un rapport médical. Cancer en phase terminale. 3 mois au maximum. Elle s'assit lourdement en face de lui. « Je suis tellement désolé, Samuel. » Il écarta sa sympathie d'un geste de la main. « Ne sois pas désolé. Sois intelligente. » Il la regarda avec une intensité inattendue. « Ils pensent t'avoir laissé un fardeau. Mais en réalité, ils nous ont donné une opportunité. » « Une opportunité de quoi ?» demanda-t-elle. Les lèvres minces de Samuel s'étirèrent en un sourire qui transforma son visage. « De justice. » Il tendit la main vers une enveloppe et la glissa sur la table. « À l'intérieur se trouvent mes véritables documents de testament et de fiducie. Pas celui que Jonah et Judith pensent exister. » Ella ne toucha pas l'enveloppe. « Samuel, je ne comprends pas. » Il s'adossa à sa chaise et l'étudia. Après un moment, il dit simplement « Allons-nous commencer ?» Ces 3 mots restèrent en suspens entre eux. Chargés de possibilités et de significations cachées. Avant qu'elle ne puisse répondre, il expliqua sa proposition. L'aider à documenter la négligence et la trahison de la famille. L'assister dans ses dernières dispositions. Et il s'assurerait qu'elle serait prise en charge financièrement après son départ. La famille qui les avait abandonnés tous les deux perdrait tout ce qu'ils pensaient devoir leur revenir. Ella le fixa. Cet homme qu'elle connaissait à peine mais avec qui elle partageait soudain un lien profond.
Ils avaient tous deux été trompés et jetés par les mêmes personnes. Dehors, les ombres de fin d'après-midi s'allongeaient sur une allée vide où une famille aurait dû se rassembler. À l'intérieur, une alliance inattendue était en train de se former. Oui, dit-elle finalement, se surprenant de la fermeté de sa voix. Commençons. Après leur accord, Samuel se renfonça dans sa chaise, l'épuisement évident dans l'affaissement de ses épaules. L'excitation de leur alliance nouvellement formée l'avait temporairement énergisé. Mais maintenant, la fatigue réapparaissait sur son visage. « Vous devriez vous reposer, dit-elle, remarquant le manque de vigueur sous sa peau marquée par les années. « Je vais finir de préparer notre dîner. » Samuel secoua la tête. « D'abord, il y a quelque chose que tu dois voir. » Il se poussa avec effort. « Mes dossiers médicaux. Tu dois comprendre avec quoi nous travaillons et le peu de temps qu'il nous reste. » Il la conduisit dans une petite chambre qui avait clairement été autrefois un bureau, mais qui était convertie en espace de couchage improvisé. Un lit d'hôpital occupait un coin, bien que Samuel ne l'utilisait pas. Au lieu de cela, un lit jumeau ordinaire contre le mur opposé montrait des signes d'utilisation. « Je ne supporte pas cette machine, expliqua-t-il, faisant un geste vers le lit d'hôpital. Ça me donne l'impression d'être déjà en soins palliatifs. » D'un tiroir verrouillé du bureau, Samuel sortit un épais dossier simplement étiqueté médical. Il le lui tendit sans cérémonie. « Cancer du pancréas », dit-il sans émotion tandis qu'elle l'ouvrait. « Stade 4, diagnostiqué il y a 3 mois. » Elle a parcouru les documents, son estomac se serrant aux descriptions cliniques et aux sombres pronostics. Des notes de divers oncologues, des recommandations de traitement et des résultats de scanners racontaient l'histoire indubitable d'une maladie terminale. « 2 mois, ajouta Samuel. Peut-être moins maintenant. Le dernier scanner a montré une progression rapide. Elle leva brusquement la tête. Jonah le sait? Oh oui, ils le savent tous. Sa mère était au rendez-vous lorsque nous avons reçu le diagnostic. 2 jours plus tard, elle a commencé à parler de la nécessité d'une pause dans les soins. Son rire n'avait aucun humour. 66 ans et prétendant être épuisé alors que je me meurs à 78 ans. La cruauté de cela frappa Ella comme un coup physique. Ils vous ont abandonné sachant qu'il ne vous restait que des mois. Plutôt des semaines. Samuel s'installa sur le bord du lit. Mais ce n'est même pas le pire. Regarde la liste de médicaments. Ella feuilleta les feuilles de prescription. Plusieurs médicaments étaient listés. Gestion de la douleur, médicaments antinausées, enzymes pour aider à la digestion. Vérifie l'armoire de la salle de bain, ordonna Samuel. Compare ce qui s'y trouve avec ce qui devrait s'y trouver. Dans la salle de bain adjacente, elle trouva une collection désorganisée de flacons de pilules. En les examinant, comparant avec la documentation, des divergences troublantes apparurent. Le puissant médicament contre la douleur avait été rechargé 2 fois selon les étiquettes de la pharmacie. Mais le flacon était presque plein. Les coûteux suppléments enzymatiques n'étaient qu'à moitié pleins alors qu'ils auraient dû être presque intacts compte tenu de la date de recharge. Ils les ont dilués, confirma Samuel lorsqu'elle revint avec les preuves. Une pilule au lieu de 2, des demi-doses du médicament contre la douleur. Et c'est rendez-vous pour le spécialiste en soins palliatifs? Trop cher, a dit Judith. Les mains d'Ella tremblaient de colère tandis qu'elle remettait la documentation dans son dossier. Ce n'est pas juste de la négligence, Samuel. C'est de la maltraitance. C'est ce qui arrive quand les gens te voient comme un obstacle plutôt que comme une personne. Il sortit un petit carnet de sous son oreiller et le lui tendit. J'ai tenu le compte. Les fois où les médicaments ont été oubliés ou réduits, les rendez-vous annulés, l'argent qui a disparu de mon compte courant pour des fournitures de soins à domicile qui ne se sont jamais matérialisées. La documentation méticuleuse la stupéfia. Des pages de dates, d'heures, d'incidents spécifiques. Malgré sa maladie, l'esprit de Samuel restait affûté comme un rasoir. « Laissez-moi vous préparer quelque chose à manger, dit-elle, ayant besoin d'un moment pour tout assimiler. Vous devez avoir faim. » Dans la cuisine, elle trouva des provisions pitoyables. Quelques boîtes de soupe, du pain rassis, du lait sur le point de tourner. Grâce à son passage à l'épicerie, elle réussit à préparer un repas décent composé de blanc de dinde rôti, de purée de pommes de terre et de haricots verts. Pas le festin de Thanksgiving qu'elle avait prévu, mais bien mieux que de la soupe de reste. Pendant qu'il mangeait à la petite table de cuisine, Samuel l'étudia.
Parlez-moi de votre mariage, dit-il finalement. Quand avez-vous remarqué pour la première fois que Jonah n'était pas celui que vous pensiez qu'il était? La franchise de la question l'a pris au dépourvu. Elle piqua sa nourriture, réfléchissant à la manière de répondre. C'était graduel, admit-elle. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Jonah était attentionné, soutenant mon travail de graphiste. Je bâtissais ma clientèle, j'avais mon propre petit studio, de bons amis. Elle fit une pause, réalisant à quel point les choses avaient changé. Après notre mariage, il m'a suggéré de travailler de la maison pour économiser sur le loyer du studio. C'était logique financièrement, mais ensuite mon équipement a eu des problèmes d'ordinateur, des bugs logiciels. Samuel hocha la tête, sachant. Tactique d'isolement. Exactement. Puis vinrent des suggestions sur les clients qui ne valaient pas mon temps. Des inquiétudes à propos de moi sortant tard avec des amis. Il vérifiait mon téléphone, prétendant qu'il cherchait juste un numéro. Les schémas étaient si clairs rétrospectivement. Quand mon père est mort l'année dernière, et m'a laissé 30 000 $, Jonah a insisté pour que nous le mettions sur notre compte joint pour notre avenir. Cet argent était censé être pour l'acompte de notre maison. L'argent qu'il vient de dépenser pour une croisière avec une autre femme, ajouta Samuel calmement. Elle posa sa fourchette, l'appétit disparut. 6 ans de ma vie, et maintenant je découvre qu'il prévoyait de me quitter tout en dépensant nos économies avec sa collègue. Des gens comme Jonah et Judith voient les relations comme des transactions, dit Samuel. Je l'ai appris trop tard avec elle. J'avais déjà réussi quand nous nous sommes rencontrés, veuf avec un portefeuille confortable grâce à ma carrière bancaire. Elle était charmante, belle, et Jonah n'était qu'un adolescent qui semblait avoir besoin d'une figure paternelle. Il soupira lourdement. Après notre mariage, les choses ont changé. Les dépenses ont augmenté, justifiées comme vivre la vie que nous méritons. Quand j'ai essayé de maintenir certaines limites financières, je suis devenu le méchant. Radin, contrôlant, pas vraiment engagé envers la famille. Ça me dit quelque chose, murmura-t-elle. Après le dîner, Samuel la conduisit dans son bureau. Une petite pièce que la mère de Jonah avait convertie en espace de méditation, mais qui conservait toujours le bureau de Samuel. « Aide-moi avec le tableau », demanda-t-il, désignant un paysage médiocre sur le mur. Derrière celui-ci n'était pas aussi sûr que je m'y attendais, mais un panneau lâche dans le mur. Samuel l'enleva et sortit une mallette de documents étanches. Mes véritables actifs, expliqua-t-il, étalant le contenu sur le bureau. Des investissements dont Judith ne savait rien. Une propriété dans le Vermont. Des comptes au caïman datant de sa carrière bancaire. Elle affixa les documents en état de choc. Les montants étaient substantiels. Bien plus de 3 millions de dollars d'actifs entièrement séparés de ce à quoi la famille pouvait accéder. Jonah et sa mère ont puisé dans mes comptes connus pendant des années, expliqua Samuel. Mais cela, ils ne peuvent pas y toucher. Je m'en suis assuré. Il désigna un titre de propriété. Cette maison, elle n'est pas à mon nom ni à celui de Judith. Elle appartient à l'une de mes sociétés holding. Ils pensent en hériter. Ils ne le font pas, est-ce que Jonah sait quelque chose de tout ça, demanda-t-elle, sidérée par l'étendue de la richesse cachée de Samuel. Pas un centime. Même mon avocat ne connaît pas l'image complète. Seulement mon conseiller financier à Boston, et il est lié par un serment de confidentialité. Les yeux de Samuel affichaient une détermination féroce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. J'ai toujours connu le véritable caractère de Jonah. Il est exactement comme sa mère. Charmant en face tout en étirant la main vers le portefeuille. Je n'aurais juste jamais cru qu'il ferait la même chose à sa femme. Le lendemain matin apporta un autre développement. Une visite discrète de Casey Wilson, l'avocate de Samuel. Une femme sévère d'une 60aine d'années aux cheveux argentés impeccables et aux yeux verts perçants. Elle arriva portant une mallette pleine de documents juridiques. « Alors vous êtes la belle-fille abandonnée, dit-elle, évaluant Ella d'un regard franc. Samuel m'a appelé hier soir. Il a dit que vous étiez une alliée inattendue. » Autour d'un café, Casey exposa ce sur quoi Samuel avait travaillé. Documenter légalement la négligence, modifier son testament et créer des structures financières qui seraient à toute épreuve contre les contestations. Nous devons finaliser plusieurs documents, expliqua Casey. Des transferts qui nécessitent des témoins, des procurations médicales, des derniers amendements au testament.
Ella proposa d'aider à organiser les preuves que Samuel avait collectées. Son expérience en graphisme la rendait douée. Pour l'organisation. Parfait, hocha Casey en signe d'approbation. Nous aurons besoin de tout cataloguer correctement pour le moment où ils contesteront inévitablement le testament. Ce soir-là, après que Casey soit parti avec les documents signés, Samuel et Ella s'assirent dans le salon avec un album photo qu'il avait sorti d'une bibliothèque. « Regarde ça » dit-il, montrant une photo de Jonah adolescent, sa mère derrière lui murmurant toujours à l'oreille. Il tourna la page. Voici le père de Jonah avant le divorce. Divorce. Remarque comme il a l'air misérable. Judith lui a fait ce que Jonah te fait. Page après page révéla des schémas qu'Ella reconnaissait de son propre mariage. Contrôle subtil, manipulation financière, la façade bienveillante qui tombait quand l'argent était en jeu. C'est comme voir ma propre vie de l'extérieur. Murmura-t-elle. Samuel hocha la tête, la compréhension dans ses yeux fatigués. C'est pourquoi nous devons les arrêter maintenant, avant qu'ils ne fassent ça à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, leur alliance se solidifia en quelque chose de plus profond que la commodité ou le bénéfice mutuel. Ils étaient deux personnes qui avaient été trahies par la même famille, maintenant unies dans la recherche de justice. Nous ne nous vengeons pas seulement, dit Samuel, refermant doucement l'album. Nous remettons les choses en ordre. Elle tendit la main et serra sa main mince. Oui, pour nous deux. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un but renouvelé. Samuel et elle avaient veillé tard à élaborer une stratégie, et il était maintenant temps de mettre leur plan à exécution. Après s'être assurée que Samuel allait relativement bien ce jour-là malgré son état, elle prépara un rapide petit déjeuner et exposa leurs priorités. D'abord, dit-elle, lui versant une tasse de thé. Nous devons établir le récit de votre déclin rapide. Samuel hocha la tête. Casey a mentionné que son frère possède une entreprise de fourniture médicale. Il pourrait être disposé à aider discrètement. Un coup de téléphone plus tard, et Paul, le frère de Casey, était de la partie. À midi, il arriva dans une fourgonnette banalisée avec tout ce dont ils avaient besoin. Une bouteille d'oxygène. Non fonctionnelle mais visuellement convaincante sur ses supports. Des moniteurs avec des câbles détachables, et même une collection de vials de médicaments vides avec des étiquettes d'apparence réaliste. Théâtre médical, appela Paul cela avec un clin d'œil tandis qu'il les aidait à transformer la chambre de Samuel en ce qui ressemblait à une installation de soins intensifs à domicile. J'avais l'habitude de mettre en scène des drames médicaux parfois. Je n'aurais jamais cru utiliser mes accessoires pour un drame de la vie réelle. Sous la direction de Samuel, Ella disposa l'équipement pour un impact visuel maximal. La bouteille d'oxygène fut exposée de manière proéminente, positionnée près du lit. Divers appareils de surveillance furent disposés sur la table de chevet. Elle fit le lit avec des draps de qualité hospitalière que Casey avait également fournis, complétant l'illusion d'une intervention médicale sérieuse. Maintenant, les preuves photographiques, dit-elle, sortant son téléphone. Samuel s'installa au lit, la guidant sur la façon de le faire paraître plus mal qu'il ne l'était. Des ombres, lui dit-il. L'éclairage venant d'en haut approfondira les creux de mon visage. Il retira ses lunettes, rendant ses yeux plus enfoncés, et ébouriffa ses cheveux fins. Avec des compétences minimales en maquillage théâtral de ses jours d'université, elle accentua la pâleur déjà présente sur son teint. La transformation était saisissante. Sur les photos, Samuel avait l'air de mourir activement, bien pire que son état réel, bien que celui-ci soit déjà grave. Maintenant, toi, dirigea Samuel, tu dois avoir l'air épuisé, dépassé. Ella retira son maquillage, ébouriffa ses cheveux et enfila un pull surdimensionné qui la faisait paraître plus petite, plus vulnérable. Samuel prit plusieurs photos d'elle semblant endormie sur la chaise inconfortable à côté de son lit, et d'autres où elle préparait des médicaments avec une expression inquiète. « Parfait, dit-il, examinant les images. Qui est notre cible pour celle-ci ? Janet, la sœur de Jonah, répondit-elle. D'après ton téléphone, c'est la seule qui a envoyé un message pour prendre de tes nouvelles depuis qu'ils sont partis. Ella rédigea un message soigneusement formulé pour accompagner les photos. Samuel a eu une nuit difficile. La fièvre a grimpé à 38,9. Gère la douleur du mieux que je peux. Vous tiendrez informé, écrivit-elle, gardant le message direct et clinique, mais avec un sous-entendu d'inquiétude qui susciterait soit la culpabilité,
soit au moins de l'intérêt. Janet répondit en quelques minutes. Oh non, pauvre oncle Samuel. Tiens-moi au courant. À me sonner. Murmura Samuel lorsqu'elle lui montra la réponse. Vint ensuite sa performance la plus difficile. Elle appela le téléphone de Jonah, sachant qu'il ne répondrait pas mais que sa messagerie vocale enregistrerait son message. Samuel activa l'application d'enregistrement sur son téléphone pour conserver son côté de la conversation. « Jonah, c'est encore moi, dit-elle, injectant une panique contrôlée dans sa voix. L'état de Samuel se détériore plus vite que prévu. L'infirmière des soins palliatifs s'inquiète pour sa respiration. « S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu peux », elle fit une pause puis ajouta avec juste le bon tremblement. « J'ai vraiment besoin de ton soutien en ce moment. » Elle passa des appels similaires toutes les quelques heures, chaque message devenant de plus en plus urgent, chacun soigneusement enregistré. Entre les appels, elle créa un journal médical détaillé avec des épisodes fictifs mais réalistes. Pic de température, pic de douleur, difficultés respiratoires. Elle antidata certaines entrées pour créer un récit cohérent de déclin, commençant avant même leur départ en croisière. « Tu aurais dû être actrice », commenta Samuel en lui montrant le journal. « Je préfère penser que c'est de la non-fiction créative », répondit-elle avec un sourire sombre. Chaque bonne histoire a besoin de documentation. Vers 4 heures de l'après-midi, leur planification fut interrompue par un coup à la porte. Ella ouvrit pour trouver une femme âgée tenant un plat couvert. « Je suis Edith Taylor, de la maison d'A accent grave côté », annonça-t-elle. « Je pensais que vous auriez besoin d'un dîner. S'occuper de Samuel est un travail à plein temps, j'imagine. » Ella l'invita à entrer, reconnaissante à la fois pour la nourriture et pour l'opportunité inattendue qu'elle présentait. Autour d'un café, Madame Taylor se révéla être une mine d'informations et de soutien potentiel. « Je regarde cette famille depuis des années », confia-t-elle, baissant la voix comme si Samuel pouvait entendre depuis sa chambre. Bien qu'il se reposât en fait. La façon dont il traite ce pauvre homme. Votre mari n'est pas mieux que sa mère, si je puis me permettre de le dire. Je ne dis rien du tout, lui assura Ella. Je découvre exactement dans quel genre de famille je me suis marié. Madame Taylor lui tapota la main. Samuel a été si bon avec ce garçon, vous savez. Il a payé ses études, lui a acheté sa première voiture. Et comment Jonah le récompense-t-il? En partant en vacances pendant que son beau-père se meurt. Ella laissa paraître sa colère et sa douleur sincère. Ils m'ont laissé une note. Juste une note me disant de prendre soin de lui. Honteux, déclara Madame Taylor. Absolument honteux. Vous savez que tout le quartier l'a remarqué. Le mois dernier, quand Samuel est tombé dans le jardin, c'est mon Harold qui l'a aidé à se relever. Jonah était à l'intérieur, regardant le football, a complètement ignoré nos coups. Au moment où elle partit, Madame Taylor avait promis de faire passer le mot parmi les voisins que Samuel avait besoin de soutien et de visiteurs pendant que sa famille s'amusait égoïstement dans les Caraïbes. Elle documenta soigneusement ses déclarations et la date de sa visite. Au cours des 2 jours suivants, 5 autres voisins vinrent lui rendre visite. Chacun avec ses propres histoires de témoignages de la négligence de Jonah envers Samuel. Chaque visite renforçait leur dossier et fournissait des témoins supplémentaires à la fois au déclin apparent de Samuel et à l'absence de la famille pendant ce qu'ils croyaient être ses derniers jours. Le samedi matin, Casey revint avec les documents finaux pour les transferts d'actifs. Ils conduisirent Samuel à la banque locale où il était client depuis plus de 30 ans. Le directeur, M. Collins, l'accueillit chaleureusement. « Samuel, content de vous voir dehors. Comment vous sentez-vous ? » « Je mets mes affaires en ordre, Richard, » répondit Samuel, sa voix délibérément plus faible qu'avant. La mémoire est toujours vive, même si le corps faiblit. Dans le bureau privé du directeur, Samuel transféra officiellement le contrôle de ses actifs cachés à une série de fiducies qui bénéficieraient à Ella et à plusieurs organisations caritatives d'aide aux personnes âgées. Monsieur Collins regarda avec sympathie tandis que la main tremblante de Samuel signait chaque document. « Votre beau-fils est passé la semaine dernière. » Mentionna le directeur avec désinvolture alors qu'il finalisait les formalités administratives, demandant des nouvelles de vos comptes. Je lui ai rappelé que sans autorisation appropriée. Samuel sourit faiblement, toujours en train de planifier, ce garçon. Je me souviens quand il est venu encaisser ce chèque pour son cadeau de remise de diplôme. Monsieur Collins continua. Il ne vous a même pas remercié.
Il s'est juste plaint que ce n'était pas assez pour la voiture qu'il voulait. Une autre pièce à conviction. Un autre témoin du caractère de Jonah. Ce soir-là, alors qu'ils examinaient leur progrès, le téléphone de Samuel sonna avec un appel vidéo de Janet. Ils mirent rapidement leur plan à exécution. Disposant Samuel au lit entouré d'équipement médical, une canule à oxygène dans les narines. Ella ébouriffa ses cheveux et se pinça les joues pour avoir un teint rougi par le stress. Quand elle répondit à l'appel, la caméra la montra d'abord, l'air épuisé. « Oh, Ella !» halta Janet. « Tu as l'air terrible. »« Tout va bien ?»« Ça va, » dit Ella simplement, tournant le téléphone vers Samuel, qui offrit une performance digne d'un Oscar, à moitié conscient, sa respiration délibérément laborieuse. « Oncle Samuel. » appela Janet. « C'est Janet. Vous m'entendez ?» Les yeux de Samuel papillonnèrent faiblement. « Janet, » murmura-t-il. « C'est toi, ma chérie ?» L'inquiétude dans la voix de Janet semblait sincère. Mais ce qui suivit révéla ses véritables priorités. « Devrions-nous rentrer plus tôt ? Est-ce qu'il va tenir jusqu'à lundi ?» Elle tourna la caméra vers son visage. « C'est difficile à dire. L'infirmière des soins palliatifs pense que ces systèmes s'arrêtent. Si vous voulez lui dire au revoir, laissez-moi parler à Jonah et maman, » dit Janet rapidement. Le problème, c'est que ces billets ne sont pas remboursables et maman a été tellement stressée dernièrement. Elle hocha la tête avec compréhension tout en réprimant un véritable dégoût. Bien sûr, c'est juste que Samuel continue de demander Jonah dans ses moments les plus lucides. Je lui dirai d'appeler, promit Janet. Dès qu'ils seront de retour de leur excursion à terre. Après avoir mis fin à l'appel, Samuel s'assit et retira la canule à oxygène. Tu as enregistré ça, demanda-t-il. Elle leva son autre téléphone, qui avait capturé toute la conversation. Chaque mot, dit-elle. Le sourire de Samuel était satisfait mais teinté d'une tristesse sincère. Ma famille pesant leur billet de croisière contre me dire au revoir. Je savais que ça se passerait exactement comme ça. Elle s'assit sur le bord de son lit, soudain émue. Je suis désolé, Samuel, dit-elle. Il secoua la tête. Ne le sois pas. Leur véritable couleur devait être révélée. Il lui prit la main. Tu sais ce qui est le plus étrange ? Ces derniers jours avec toi, avec quelqu'un qui se soucie réellement, ont été meilleurs que des mois avec eux. Elles restèrent dans un silence complice, contemplant ce qu'elles avaient mis en marche et les dernières étapes à venir. Leur contre-attaque était pleinement lancée. Le piège était presque tendu. Maintenant, elles devaient juste le déclencher au moment précis. Le dimanche matin se leva avec un subtil changement d'atmosphère. En apportant à Samuel son thé du matin, elle remarqua que ses mains tremblaient plus que d'habitude. Une teinte bleutée autour de ses lèvres qui n'était pas là auparavant. « Tu n'as pas à faire semblant pour moi, » dit-elle doucement, l'aidant à s'asseoir. « Tu ne te sens vraiment pas bien aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Le sourire de Samuel était mince mais sincère. Ironique, n'est-ce pas ? Après toute notre comédie, la vraie chose nous rattrape. Ella appela l'infirmière des soins palliatifs, qui rendait visite chaque semaine avant le départ de la famille. Elle promit de passer cet après-midi, mais la conseilla sur la gestion de son confort en attendant. Ce n'était plus du jeu. Samuel déclinait activement, et une vague de protection submergea Ella. Leur plan de vengeance semblait soudain secondaire par rapport à l'assurance de son confort et de sa dignité. « Que voudriez-vous pour le petit déjeuner ?» demanda-t-elle, essayant de maintenir la normalité. « Des pêches, dit-il, la surprenant. Des pêches fraîches avec de la crème. Ma défunte femme Martha en préparait chaque dimanche matin. » La demande envoya Ella dans 3 épiceries différentes avant de trouver des pêches décentes en novembre. À son retour, elle les prépara comme il l'avait décrit, coupées en croissants parfaits avec une cuillère de crème fouettée. Les yeux de Samuel s'embruèrent à la première bouchée. Exactement comme elle les faisait, murmura-t-il. Personne n'a pris la peine de se souvenir de telles choses à mon sujet depuis des années. Tout au long de la journée, Ella se retrouva à faire des choses non pas pour leur plan, mais simplement pour le confort de Samuel. Ajuster ses oreillers, lui lire à voix haute un exemplaire usé par les pages de Le Grand Sommeil de Raymond Chandler, jouer la musique classique qu'il avait mentionné aimer. Le soin sincère qui s'était développé entre eux au cours de leur courte période ensemble l'a surpris par son intensité.
Tu sais, dit Samuel lors d'un moment lucide cet après-midi, je n'ai pas été traité avec une telle gentillesse depuis la mort de Martha il y a 12 ans. Étrange qu'une étrangère m'ait montré plus de compassion que ma propre famille. L'infirmière des soins palliatifs, Diane, arriva vers 3 heures. Après avoir examiné Samuel, elle prit Ella à part dans le couloir. Ses organes s'arrêtent, dit-elle doucement. Ça arrive plus vite que nous ne l'avions anticipé. Je dirais qu'il a des heures, peut-être un jour au maximum. Bien qu'Ella sût que cela allait arriver, la nouvelle la frappa plus fort que prévu. Devrais-je appeler la famille, demanda-t-elle, soudain incertaine de leur plan élaboré. Diane secoua la tête. À ce stade, il s'agit de son confort, pas du leur. S'ils ont choisi de ne pas être ici, elle laissa le reste non dit. Après son départ, Ella s'assit à côté de Samuel, qui avait tout entendu malgré leurs voix étouffées. Ne les appelle pas, dit-il fermement. Ils ont fait leur choix. Mais nous devons finaliser certaines affaires. Il lui prit la main. Appelle Kazay. Dis-lui qu'il est temps pour les dernières étapes. Kazay arriva dans l'heure, amenant avec elle un notaire nommé Thomas. Samuel était remarquablement alerte à leur entrée. Comme s'il rassemblait ses forces restantes pour cette dernière tâche importante. Vous êtes sûr d'en être capable, demanda Kazay, inquiète de son apparence. Plus certain que jamais, répondit Samuel. La mort a une façon de clarifier les priorités. Ils finalisèrent les derniers papiers. Des documents qui transféraient officiellement le contrôle de ses actifs à Ella en tant que fiduciaire. Avec des spécifications pour des dons substantiels à des organisations de prévention de la maltraitance des personnes âgées. Le Nouveau Testament mentionnait explicitement l'abandon par Jonah comme raison de sa déshéritation. Maintenant, pour la lettre, dit Samuel après avoir signé le dernier document. Kazay installa sa tablette pour enregistrer tandis que Samuel dictait un message à lire à la famille après sa mort. Ce qui en ressortit n'était pas la condamnation coléreuse à laquelle Ella aurait pu s'attendre. Mais quelque chose de bien plus puissant. Une expression de profonde déception et de la douleur intense d'être traité comme un fardeau plutôt qu'un père. À ma famille, commença-t-il, sa voix gagnant en force à chaque mot. Au moment où vous lirez ceci, je serai parti. Non pas que ma présence ou mon absence semblait beaucoup vous importer ces dernières années. Il détailla des exemples spécifiques de négligence sans accusation. Se contentant d'énoncer des faits. Des vacances passées seules pendant qu'il voyageait. Des rendez-vous médicaux annulés pour la commodité. Des commentaires entendus par hasard sur l'attente de la mort du vieil homme. Je n'écris pas ceci par colère, continua-t-il. Mais d'un lieu de clarté qui vient quand on fait face à la faim. La plus grande douleur dans la vie n'est pas la maladie ni même la mort. Mais la réalisation que ceux que vous aimiez ne vous voyaient que comme une obligation. Une tâche à gérer. Un inconvénient à tolérer. Lorsqu'il eut fini, même Thomas, le notaire, un professionnel qui avait dû être témoin d'innombrables testaments et messages finaux, s'essuyait discrètement les yeux. Kazay, malgré sa composure habituelle, tendit la main vers celle de Samuel. Nous nous assurons qu'ils entendront chaque mot, promit-elle. Après leur départ, Samuel demanda sa vieille caméra vidéo. Il pourrait questionner ma capacité mentale, expliqua-t-il. Je veux enregistrer mon témoignage tant que je suis clairement lucide. Ella installa la caméra, et Samuel délivra une déclaration de 20 minutes directement à l'objectif. Il était remarquablement composé, décrivant méthodiquement des années de négligence graduelle, et sa décision de laisser son héritage à elle. Ella m'a montré plus de dignité en 4 jours que ma famille en 4 ans, déclara-t-il clairement. Elle est la seule qui a mérité le droit de bénéficier de ce que j'ai mis une vie à construire. Il décrivit des incidents spécifiques. Les commentaires dédaigneux de Jonah lors des rendez-vous médicaux. Les repas laissés juste hors de portée. Les médicaments oubliés pendant les voyages du week-end. L'enregistrement était dévastateur par sa livraison calme et ses détails accablants. Le soir, l'énergie de Samuel diminuait. Ella l'aida à se rendre dans le salon à sa demande, l'installant dans sa chaise préférée près de la fenêtre. Il y a une bouteille de Porto dans mon bureau, dit-il, derrière les manuels d'économie. Martha et moi l'économisions pour notre 50e anniversaire. Ella trouva la bouteille poussiéreuse là où il l'avait décrite et versa une petite quantité dans 2 verres en cristal qu'elle découvrit dans une armoire négligée. À la justice, dit Samuel, levant son verre avec effort. À la dignité, ajouta Ella.
Ils s'assirent ensemble alors que la nuit tombait, Samuel somnolent occasionne son livre préféré. Il parla par intermittence de Martha, de ses débuts de carrière, de voyages qu'ils avaient prévus mais jamais faits. Pas une seule fois il ne mentionna Jonah ou sa mère. Vers minuit, Ella remarqua que sa respiration avait changé. Elle posa son livre et lui tint simplement la main. Il n'y eut pas de drame, pas de révélation de dernière minute ni de confession sur son lit de mort. Samuel s'éteignit simplement, sa main devenant froide dans la sienne tandis que sa respiration s'arrêtait progressivement. Pendant un long moment, Ella resta immobile, les larmes coulant sur son visage. L'homme qu'elle n'avait connu que 4 jours était en quelque sorte devenu important pour elle au-delà de leur désir mutuel de justice. En prenant soin de lui, elle avait trouvé une force et une clarté qu'elle ne pensait pas posséder. À l'aube, Ella appela Diane, l'infirmière des soins palliatifs, qui arriva rapidement pour confirmer ce qu'elle savait déjà. Diane parut surprise par l'apparence paisible de Samuel. Beaucoup de patients en phase terminale montrent des signes de détresse, commenta-t-elle. Il semble s'être simplement endormi. Il l'a fait, dit Ella doucement, en lisant Raymond Chandler et en buvant du Porto de 50 ans. Après que Diane eut fait la déclaration officielle, Ella appela la maison funéraire recommandée par Casey. 2 hommes sombres arrivèrent dans l'heure pour récupérer le corps de Samuel. L'un d'eux connaissait Samuel par le biais d'activités communautaires et exprima ses sincères condoléances. C'était un homme bon, dit-il, toujours généreux avec les collectes de fonds. Une fois qu'ils furent partis, la maison sembla soudain vide. Ella s'accorda quelques instants de véritable chagrin avant de se concentrer sur la prochaine phase de leur plan. Jonah et sa famille reviendraient le lendemain, s'attendant à trouver un homme mourant qu'ils pourraient réconforter dans ces dernières heures, apaisant ainsi toute culpabilité concernant leur abandon. Au lieu de cela, ils trouveraient les conséquences de leurs actions. Ella plaça la lettre de Samuel dans une enveloppe de couleur crème et l'appuya contre la photo de famille sur la cheminée. Une photo où elle remarqua maintenant Jonah et sa mère souriant largement tandis que Samuel se tenait légèrement à l'écart. Dans la salle à manger, elle arrangea la vaste documentation de négligence dans des dossiers clairement étiquetés. Rendez-vous médicaux annulés, exploitation financière, preuve enregistrée de négligence. Le témoignage vidéo de Samuel était mis en file d'attente sur la télévision, prêt à être diffusé en appuyant sur un bouton. Enfin, Ella se rendit dans la chambre principale et empaqueta ses quelques affaires. À côté de sa valise, elle plaça des impressions des photos de croisière que Jonah et sa famille avaient postées tout au long de la semaine, créant une chronologie visuelle frappante qui contrastait leur cocktail au bord de la piscine avec le déclin documenté de Samuel. Tout était arrangé pour un impact maximal à leur retour. Une révélation soigneusement orchestrée qui garantirait qu'ils affronteraient tout le poids de leur choix. Debout au centre de la maison silencieuse, Ella ressentit un profond sentiment de but. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de justice pour un homme qui méritait bien mieux que ce qu'il avait reçu de ceux qui auraient dû prendre le plus soin de lui. « C'est fait, Samuel » dit-elle doucement à la pièce vide. Ils comprendront exactement ce qu'ils ont perdu. Ella passa la matinée de lundi dans un calme étrange, attendant l'inévitable. Vers midi, elle entendit le bruit des portières claquant, suivi de rires et de bavardages alors que Jonah et sa famille revenaient de leur croisière. Prenant une profonde inspiration, elle lissa la simple robe noire qu'elle avait achetée la veille et se positionna dans le salon près de la chaise à bascule vide de Samuel. La porte d'entrée s'ouvrit en trombe. Jonah entra le premier, sa mère Judith juste derrière lui, suivie de Janet et Steph, la collègue qui était clairement plus que cela. Ils étaient tous bronzés et souriants, les bras chargés de sacs de shopping hors taxes et de souvenirs de mauvais goût. « Chérie, on est rentré » appela Jonah, sa voix joyeuse jusqu'à ce qu'il la voie debout là, son expression solennelle. Son sourire flancha. Qu'est-ce que c'est que cette tenue de deuil? Judith le dépassa, laissant tomber son sac à main de marque sur la table console. Où est papa? Il fait la sieste? Son ton était désinvolte, comme si elle s'informait sur un animal de compagnie plutôt que sur son mari mourant. Samuel est décédé samedi soir, dit Ella doucement. Les sacs de shopping dans les mains de Jonah tombèrent au sol. Steph, incertaine de ce qu'il fallait faire, recula vers la porte. Qu'est-ce que vous voulez dire par les décédés? Exigea Judith, comme si Ella avait fait une erreur de vocabulaire. Il est mort paisiblement dans son sommeil vers minuit. Poursuivit Ella, gardant son calme. Le service funèbre a eu lieu hier après-midi.
Beaucoup de vos voisins y ont assisté, ainsi que les amis de Samuel de son époque bancaire. Une assez belle affluence, en fait. Le visage de Jonah passa par le choc, l'incrédulité, puis, le plus révélateur, le calcul. Vous avez organisé les funérailles sans nous? Sans sa famille? Sa famille a été invitée, répondit Ella. J'ai laissé plusieurs messages concernant la détérioration de son état. Vous avez choisi de ne pas répondre. Janet s'avança, son visage pâle sous son bronzage. Je t'avais parlé de cet appel, Jonah, dit-elle. Oncle Samuel avait vraiment l'air mal. Jonah la repoussa impatiemment. C'est incroyable. Il faut qu'on s'assoie. Oui, acquiesça Ella. En effet. Elle fit un geste vers le salon, où la lettre de Samuel attendait sur la table basse. Ils entrèrent en silence, personne ne voulant s'asseoir dans la chaise à bascule de Samuel, qui restait vide comme une accusation. Il y a des choses que vous devez savoir, dit Ella, prenant l'enveloppe de couleur crème. Samuel a laissé cette lettre à vous lire à votre retour. A-t-il changé son testament? Interrompit Judith sans détour. C'est de cela qu'il s'agit? Ella la regarda droit dans les yeux. Peut-être devriez-vous d'abord entendre ces mots. Elle déplia la lettre et commença à lire le message de Samuel. Sa déception se déversa à travers sa voix. Les vacances passées seules. Les rendez-vous médicaux annulés pour la commodité. Les commentaires entendus par hasard sur l'attente de la mort du vieil homme. En lisant, Ella observa leur réaction. Le visage de Judith s'endurcit défensivement. Jonah s'agitait, évitant tout contact visuel. Janet avait l'air de plus en plus mal à l'aise. La plus grande douleur dans la vie, lui et là, n'est pas la maladie ni même la mort, mais la réalisation que ceux que vous aimiez ne vous voyaient que comme une obligation, une tâche à gérer, un inconvénient à tolérer. Quand elle eut fini, un lourd silence remplit la pièce. Steph, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs, fixait ses pieds. Finalement, Jonah s'éclaircit la gorge. Écoute, papa était confus à la fin. Ces médicaments. Samuel était parfaitement lucide, l'interrompit Ella. En fait, il a fait une déclaration vidéo que vous pourriez vouloir voir. C'est ridicule, déclara Judith. Quelques divagations de fin de vie d'un vieil homme malade ne changent pas les réalités légales. Jonah est son plus proche parent, Anne. En fait, dit Ella en se levant, il y a plus que vous devriez voir. Elle les conduisit dans la salle à manger, où elle avait arrangé les dossiers de preuves. Les yeux de Jonah s'écarquillèrent en découvrant la documentation méticuleuse disposée par ordre chronologique. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Exigea-t-il. Des preuves, répondit simplement Ella, d'exploitation financière, de négligence médicale et d'abandon. Elle ouvrit le premier dossier, révélant des relevés bancaires avec des transferts surlignés. Samuel avait gardé des registres détaillés de chaque dollar prélevé sur ses comptes pour de prétendus frais de soins qui n'avaient jamais été fournis. Judith s'empara d'un des relevés. Il nous a donné cet argent. Nous prenions soin de lui. En le laissant seul pour Thanksgiving, avec des médicaments inadéquats, pas de nourriture dans le réfrigérateur, et le chauffage baissé à 16 degrés, demanda Ella, ouvrant un autre dossier contenant la chronologie des préparatifs de leur départ. Il y a des déclarations de 6 voisins différents qui ont été témoins de sa négligence. Et puis il y a ça. Elle appuya sur Play sur la tablette, et le témoignage vidéo de Samuel commença. Sa description calme et éloquente d'années de mauvais traitements fit taire même les protestations de Judith. Le visage de Jonah devint de plus en plus pâle tandis que Samuel décrivait des incidents spécifiques. Médicaments dilués, rendez-vous annulés, commentaires désobligeants faits quand il pensait qu'il ne pouvait pas entendre. Tout ça est un coup monté, bégaya finalement Jonah, pointant un doigt vers Ella. Elle a manipulé un homme mourant. La sonnette retentit avant qu'elle ne puisse répondre. Parfait timing, dit Judith en se tenant sur le pas de la porte, le notaire Thomas à ses côtés. J'interromps, demanda-t-elle avec un sang-froid professionnel. Pas du tout, répondit Ella. La famille vient de rentrer, et était en train d'examiner le dernier message de Samuel. Excellent, alors je peux procéder à la notification officielle. Judith posa sa mallette sur la table de la salle à manger et en sortit plusieurs documents. En tant qu'exécutrice testamentaire de Samuel Harmon, je suis ici pour vous informer des dispositions de son testament final. Jonah se redressa, se composant.
Un sourire suffisant commença à se former sur ses lèvres. Bien, allons droit au but. Judith ajusta ses lunettes. Le testament est assez simple. Samuel Harmon a laissé l'intégralité de sa succession à Ella Mitchell, avec des dispositions pour des dons substantiels à plusieurs organisations de prévention de la maltraitance des personnes âgées. Le silence stupéfait qui suivit fut brisé par la voix stridente de Judith. C'est impossible. Nous sommes sa famille. Le testament cite explicitement l'abandon et la négligence comme raison de la déshéritation, continua Judith calmement. Il a été dûment signé par des témoins, notarié et déposé auprès du tribunal. Monsieur Harmon a été examiné par 2 médecins distincts qui ont certifié sa compétence mentale au moment de la signature. La suffisance de Jonah s'évapora. C'est une fraude. Nous allons le contester. Vous êtes libre d'essayer, répondit Judith imperturbable. Cependant, compte tenu de la vaste documentation de négligence, du témoignage vidéo et des déclarations de témoins, je vous déconseillerais de le faire. Vous ne feriez que dépenser de l'argent que vous n'avez pas, que voulez-vous dire par de l'argent que nous n'avons pas, exigea Judith. Judith échangea un regard avec Ella avant de continuer. Les propriétés que vous occupez actuellement, y compris votre résidence principale, appartiennent à la fiducie familiale Harmon, qui est maintenant sous le contrôle d'Ella en tant que fiduciaire. De plus, les comptes d'investissement dans lesquels vous puisiez ont été gelés en attendant un audit pour potentiel abus financier. Le visage de Jonah se dépouilla de toute couleur. Ce n'est pas possible. La maison est à moi, ajouta-t-il. Papa a promis. Samuel n'a rien promis, intervint Ella. Vous avez supposé. Il y a une différence. Les implications s'enfonçaient. Jonah avait dépensé leurs économies pour la croisière, comptant sur son héritage pour couvrir leurs dettes croissantes. La maison dans laquelle il vivait n'était pas à lui pour la vendre ou l'emprunter contre elle. Et nos fonds universitaires, demanda Janet d'une petite voix. Grand-père nous les a mis de côté. Jonah ne put rencontrer les yeux de sa sœur. Judith répondit doucement. Samuel a fourni des fonds à votre père à cette fin il y a plusieurs années. Cependant, ses comptes n'ont jamais été ouverts. Janet se tourna vers Jonah, l'horreur se lisant sur son visage. Tu as dépensé notre argent pour l'université? La famille éclata en accusations et en déni. Steph se glissa discrètement par la porte d'entrée, échappant à l'implosion. Elle laissa le chaos continuer quelques minutes avant de s'éloigner pour récupérer sa valise dans la chambre. Quand elle revint, Jonah la suivit dans le couloir, son attitude complètement transformée. Ella, s'il te plaît, supplia-t-il, la voix brisée. On peut régler ça. J'ai fait une erreur avec Steph. Ça ne signifiait rien. On peut recommencer. Je vais changer. Je te le promets. Ella regarda l'homme qu'elle avait autrefois aimé, le voyant clairement, peut-être pour la première fois. Derrière les beaux traits et le charme exercé se cachait quelqu'un qui n'avait jamais vraiment pris soin d'elle ni de personne d'autre que lui-même. Calmement, elle retira son alliance et la plaça dans sa paume, suivie des clés de leur appartement. Tu l'as laissé mourir, dit-elle doucement. Maintenant, tu n'obtiens rien, y compris moi. Elle se dirigea vers la porte, valise à la main. Les supplications de Jonah se transformèrent en menaces alors qu'il la suivait. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais me battre au tribunal. Tu as manipulé un vieil homme malade. Sur le pas de la porte, Ella se retourna brièvement. Tout a été fait légalement. Tu m'as appris une leçon précieuse dans notre mariage, Jonah. Garde toujours les reçus. Elle sortit sous le soleil éclatant de novembre. Derrière elle, elle entendait les protestations continues de Jonah et la voix en colère de Judith exigeant de Judith qu'elle explique comment cela avait pu arriver. Mais ces voix s'estompaient déjà, devenant partie d'un passé qu'elle a laissé derrière elle. Judith avait arrangé une chambre dans un hôtel tranquille pendant qu'elle définissait ses prochaines étapes. Tandis qu'elle a placé sa valise dans le coffre de sa voiture, Madame Taylor apparut sur son porche de l'autre côté de la rue. Elle fit à Ella un signe de tête entendu et un petit signe de main. Ella lui rendit son signe de main, ressentant une légèreté surprenante malgré le poids émotionnel des derniers jours. Le dernier cadeau de Samuel n'était pas seulement la sécurité financière, bien que cela l'aiderait certainement à reconstruire sa vie. Le véritable cadeau fut la clarté et la force qu'elle avait trouvée en l'aidant à trouver justice. Tandis qu'elle s'éloignait de la maison et de la famille brisée à l'intérieur,
Ella ne pensait pas à la vengeance ni même à la justification. Elle pensait aux secondes chances, à honorer la mémoire de Samuel en vivant bien, et au lien inattendu qui s'était formé entre deux personnes qui avaient été jetées par ceux qui auraient dû prendre le plus soin d'elle. Samuel avait trouvé la paix. C'était maintenant à elle de faire de même.